Alors, moi, je vais vous poser une question. Que venons-nous de faire? Tuer des zombies. Tuer des zombies. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que vous avez remarqué que, voilà. On n'a pas vraiment tué. Les barbelés qu'on a construits les ont tués. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Un algorithme. On vient de faire un exercice de pseudo-démocratie. Un test psychologique. Pseudo-démocratie. Vous l'avez raté. Hein. La première proposition, je vous le rappelle, c'était cannibalisme. Et puis après, appât, etc. C'est une catastrophe. On s'adapte, on sait survivre, c'est tout. Ah, un test de survie. Et pourquoi pseudo-démocratie? Bon, parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'on a pris les décisions unanimes avec la moitié des gens qui n'étaient pas d'accord. Enfin, pas la moitié, mais au moins 30%. Alors pourquoi est-ce que ceux qui n'étaient pas d'accord non plus, après les deux premières fois, pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus manifesté leur désaccord, sauf pour la dernière question? Parce qu'on a été pénalisés. Parce que Parce qu'on a été qu'il faut punis. avancer, voilà. Parce que c'est les règles, il faut avancer, c'est le jeu, etc. On se plie à la majorité. Donc, vous auriez pu dire effectivement, vous remarquerez que les images d'illustration sont toutes prises du jeu Walking Dead, qui est un jeu dont la structure fonctionne comme le jeu qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire c'est essentiellement un jeu vidéo de choix que vous avez à faire, de dialogue à remplir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce que vous venez de faire, si vous réfléchissez bien à ce que vous allez faire, certes, vous avez suivi les règles, et même s'il y avait relativement peu de règles, parce qu'il n'y en avait que 3, ce qui pour un jeu est quand même très très peu, elles étaient assez contraignantes. Mais fondamentalement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez discuté entre vous pour essayer de vous convaincre et pour remporter une unanimité. C'est-à-dire que vous avez argumenté. Et même quand vous n'avez pas argumenté entre vous, vous avez argumenté, mais ça vous le deviez puisque c'était chaque fois ma demande, pour me répondre. Ensuite, vous avez, à un moment, vous avez parlé d'humanité, par exemple. Là, l'humanité, ce n'est pas un argument. Ce n'est même pas une réalité physique. Vous ne pouvez pas toucher l'humanité, c'est une idée. Donc vous avez échangé en termes d'idées, vous avez essayé de réfléchir à quoi est-ce que nos choix nous engagent en termes d'idées. Ça, c'est de la conceptualisation. Vous avez construit un concept. Donc vous avez fait de l'argumentation, de la conceptualisation. Et enfin, et c'est, je pense, c'est un des aspects les plus amusants à observer, en tout cas de ce jeu, c'est vous avez discuté entre vous. C'est-à-dire vous avez échangé, vous avez contre-argumenté, vous avez refusé certaines idées des autres, vous avez mis en perspective certains choix. La dernière situation était évidente, ce que disait Hervé sur le fait que si on prend un choix pareil, on détruit le groupe, ça veut dire que vous avez problématisé, montré le problème que soulève une argumentation, une conceptualisation. Ceci sont les 4 étapes que ce monsieur a mis en avant dans un de ses bouquins. Ce monsieur, c'est Michel Tozzi. C'est un penseur français qui travaille depuis très très longtemps sur son enjeu essentiel, c'est la philosophie citoyenne. Donc son idée, c'est que la philosophie, contrairement à ce que les médias et une partie de l'université essaient de nous faire croire, c'est que la philosophie, ça nous concerne absolument tous. Et que tout le monde est philosophe. Mais que c'est essentiellement une question à la fois de langage et aussi une question de structuration de la parole. Tu relevais très bien l'idée de pseudo-démocratie. Les règles orientent ce qui va se passer. Et donc c'est exactement ça. Lui, il ajoute préjugés, on ne le fait pas, je ne vais pas insister là-dessus. Et donc ce que vous avez fait, certes de manière très très limitée, c'est... On m'a dit qu'il fallait toujours mettre un petit chat. Donc vous avez réfléchi, chacune des situations soulevait une question, parfois de manière caricaturale, mais le jeu, l'avantage du jeu, c'est qu'il est très clair, le désavantage, c'est qu'évidemment, ça pousse à caricaturer. La première question que vous avez soulevée, c'est la question des blessés. Qu'est-ce qu'on fait des blessés? C'est la question des faibles dans la société. Que faites-vous de la part des faibles dans la société? Donc vous auriez pu, ici, dans un cadre pédagogique, éducatif, on peut très bien ensuite ou avant travailler 3 pensées, 3 éthiques différentes du rapport aux blessés et aux faibles dans la société. La deuxième situation, faut-il tirer ou pas sur les autres? Vous avez posé la question de la violence. Quel est le rôle de la violence dans la société? Doit-elle être anticipative? Et vous avez employé le mot loup. C'est exactement ça. Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau dit l'inverse, l'homme est naturellement bon. Et donc c'est l'idée, on parle ici de nature humaine. Vous vous rendez compte qu'à partir d'un jeu, vous pouvez discuter de ce genre de choses. À la fin, vous étiez d'ailleurs tout à fait sorti du jeu, vous étiez tout simplement en train d'argumenter, de raisonner, de philosopher. Ensuite, la dernière question, c'est évidemment la question de l'euthanasie. C'est la plus évidente. C'est très très intéressant, c'est que moi cette question-là, ce jeu-là, je l'ai fait plus d'une vingtaine de fois. Et autant les autres soulèvent vraiment des débats, autant la dernière, très très souvent, l'euthanasie ne soulève pas de débat. Dans notre société, c'est une question, presque une question froide, c'est-à-dire qu'elle fait une relative unanimité.
Parfois pas du tout, mais plus autant que les autres questions. Les autres questions peuvent vraiment soulever des gros désaccords. Puis alors, la question donc, la question du réalisme, radicalisme, par rapport à la question, évidemment, les 30 personnes que venaient, c'est la question des crises humanitaires, la place des réfugiés dans la société. Aujourd'hui, c'est une question qui est devenue incendiaire dans la société, avec des discours qui étaient absolument inconcevables il y a 20 ans. Alors, il y a aujourd'hui dans les médias généralistes des appels au meurtre qui sont explicites, qui ne sont même pas contredits. Donc ça, voilà, ce sont des questions qui peuvent, et j'ai déjà fait cette animation dans certains groupes, où tout de suite, les gens ont tout de suite posé la question des réfugiés et se sont tout de suite élevés avec des discours racistes invraisemblables. La question aussi du village, quel bâtiment construire, parce que vous avez vu que les bâtiments sont tous relativement marqués, c'est tout simplement, chaque bâtiment représente un projet de société. Quelle est notre urgence? Et c'est toujours l'urgence de toute façon en politique. Quelle est notre urgence? Donc tout ça, c'est à partir d'un jeu. Certes, et ça a déjà été soulevé, notamment par Maxime dans un très long mail auquel je dois encore lui répondre. Merci, c'était super. C'est la question du potentiel. Ici, on va discuter plus très longtemps, il ne nous reste plus que 5 minutes. Après, vous aurez des personnes qui vous parleront avec brio du même sujet. Enfin, j'espère. Ne me décevez pas, les gars. Donc, c'est la question du potentiel pédagogique du jeu. Le jeu vidéo en particulier, c'est le sens de l'espace ici du Quai 10. Donc on a à côté, vous pourrez, je vous invite à revenir tantôt à 19h, c'est l'espace d'exposition qui est orienté dans une démarche plutôt culturelle, mais qui est ouvert à un très large public. Et ici, c'est l'espace pédagogique. Et l'idée, c'est que on va essayer de faire quelque chose dans une pédagogie active. Alors là, c'est un peu toute la contradiction évidemment de cet exercice-ci, c'est que la première partie, c'est vous qui participez, la deuxième partie, c'est moi qui parle, mais c'est plutôt pour en faire une analyse. Et l'idée, c'est de montrer que le jeu a toute une série de qualités, qui sont des qualités pédagogiques extraordinaires. La première d'entre elles, c'est Oscar Bardin, dont on voit des images un peu compromettantes juste derrière, qui avait dit cette magnifique phrase, le jeu vidéo, c'était un soir... Ce soir-là, on était sur les bords de Seine et j'avais amené des bières belges parce que les pauvres en France, ils ont que de la mauvaise bière. Et donc on a bu toutes ces bières à plusieurs et il a dit cette phrase magnifique. Je vous assure ça. C'est les 3 étapes de la soirée en fait. Il a dit cette phrase magnifique. Le jeu vidéo, mais ça il l'a pensé très fort. Le jeu vidéo est une esthétique du faire. Et entre-temps, il en a dit une autre qui est pas mal aussi. Il a dit le jeu vidéo, c'est une illusion du faire. La fiction. Une fiction du faire. Ouais, c'est vraiment très bien foutu. Et donc l'idée c'est ça, c'est que le jeu vidéo, quelles que soient ses qualités, ses défauts, c'est qu'on est toujours dans le faire. Et donc il y a quelque chose qui manque terriblement d'ailleurs à notre enseignement obligatoire, c'est cette idée de faire. Et ça, le jeu vidéo peut le faire. Le jeu... Oui, il peut le faire forcément. Le jeu vidéo et le jeu, on vient de jouer à un jeu de rôle, le jeu de société le peut aussi. C'est ce qu'on va essayer de faire ici dans cet espace pédagogique. Et dans lequel d'ailleurs on va travailler avec un public scolaire, mais aussi un public étudiant. Et l'idée vraiment, ça je vous lance la perche, si vous êtes intéressé par ce genre de questions, ce genre de démarche, l'idée justement c'est de proposer des outils pédagogiques. Il y a déjà d'excellentes idées pédagogiques qui existent, qui ne sont pas appliquées en Belgique francophone, avec le résultat qu'on sait, 63% d'échecs dans l'enseignement, à la fin de l'enseignement obligatoire. Donc 2 élèves sur 3 auront doublé au moins une fois, ce qui est une catastrophe totale, avec des résultats en plus qui sont très mauvais, et d'énormes discriminations sociales, sans même pas parler bien sûr de discrimination ethnique. Donc le jeu a toutes sortes de qualités. Premièrement, évidemment, c'est une pédagogie active, ça permet d'impliquer, on fait. Je ne sais pas si vous retiendrez ce que je raconte maintenant, mais vous retiendrez certainement ce que vous avez fait avant. Le jeu, il fait sens, ne fût-ce que on joue pour s'amuser, on joue pour avancer dans l'histoire, on joue pour répondre aux règles, on joue pour gagner, on joue pour partager. Donc ça, c'est quand même une question cruciale aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vais apprendre ? Le jeu, il est narratif. Tous les jeux vidéo sont narratifs. Tous les jeux racontent quelque chose. Absolument tous. Vous voulez une preuve ? Non. Je ne veux pas voir cette vidéo. Tu veux pas voir cette vidéo ? C'est un gif, là, pas de problème, t'inquiète. Je te jure qu'il n'y a pas de chat à la fin. Ah. Voilà, vous voyez, Tetris, un des jeux les plus abstraits qui soit, et un pur chef-d'œuvre d'ailleurs, cette histoire, vous avez fait une histoire, vous avez projeté une histoire. Tout simplement parce que l'homme est un animal narratif.
l'homme, la femme, l'être humain, est un animal narratif. Nous construisons naturellement des histoires. Et les histoires nous aident à structurer le réel. C'est pas pour rien que les politiques nous racontent perpétuellement des histoires pour transmettre des idées. Quand on vous raconte que des jeunes musulmans ont volé des brioches au chocolat parce que c'est le ramadan, voilà, c'est soi-disant une histoire vraie, mais en fait c'est une histoire raciste pour stigmatiser une partie de la société. Vous voyez ? Mais si le type débarque en disant je suis un sale islamophobe, j'ai envie de couper dans les impôts pour donner plus d'argent aux riches, mais comme ça ne marche pas ça comme argument pour que vous votiez pour moi, je vais plutôt vous dire taper sur les plus pauvres que vous parce qu'en plus ils sont bruns, ça ne marchera pas à la télé. Par contre l'histoire du chocolat volé, oui. Le jeu aussi il est extraordinairement motivant, il vous donne perpétuellement une motivation parce que tout simplement il doit vous accrocher, il ne vous motive pas toujours pour de bonnes raisons, mais il vous motive d'une manière ou d'une autre. Ça dans les questions de pédagogie c'est crucial. Le faire, on en a parlé, alors ça c'est crucial, je pense que c'est sans doute ce que notre enseignement rate complètement, c'est la notion d'échec. Il n'y a jamais d'échec, ça n'existe pas l'échec dans l'apprentissage, c'est pas un échec, parce que même de mon échec j'apprends. On n'apprend pas à faire du vélo dans un livre, on apprend du vélo en tombant, à faire du vélo en tombant. Ça, c'est vraiment important. Donc, on ne devrait pas avoir de rouge dans les bulletins, on ne devrait pas avoir de code, ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour être codé, on n'est pas là pour être on n'est pas là pour être formaté, on est là pour apprendre. Ben justement, l'erreur, ça c'est un jeu assez sympa où quand on se trompe, il y a 300 à 400 millions de personnes qui sont détruites par une guerre nucléaire. Donc, le jeu vidéo, il est fondé même sur la notion d'erreur. C'est-à-dire qu'on se trompe et on recommence. J'ai fait une petite blague tantôt parce que vous aviez une personne qui refusait toujours par rapport au groupe, et donc c'est que la règle, dans un jeu vidéo, le jeu dit simplement ben, « t'es mort et puis c'est tout ». Et on comprend en mourant qu'il faut essayer autre chose. Les mauvais jeux, il n'y a qu'une seule manière de faire, les bons jeux, il y a plusieurs manières de faire. Et là, alors, ton attitude est la bonne. Je me suis permis de faire une boutade, mais évidemment, c'est ça qu'il faut mettre en avant. L'idée de créativité, l'idée de questionner. Moi, évidemment, comme je veux vous amener quelque part, je vous pousse pas forcément à questionner, surtout que j'ai qu'une heure, mais l'enseignement, normalement, c'est ça qu'il devrait faire. Et le bon jeu peut faire ça. La notion de flow, on ne va pas forcément revenir dessus. L'idée ici, ça c'est le cinéma des années 60-70, c'est un cinéma qui était à la fois un cinéma américain, italien, etc. C'est un cinéma de genre, donc qui plaisait à un très large public, qui était populaire dans tous les sens du terme, et à la fois un cinéma d'auteur, avec sans doute le sommet Apocalypse Now en 1979, et qui à la fois proposait un spectacle, tout en proposant une vraie conception du réel, un vrai point de vue, une vraie analyse, un vrai discours. Le jeu vidéo peut faire exactement la même chose. Je ne parle pas de jeu vidéo d'auteur, il ne s'agit pas de parler d'art, c'est pas le sujet, mais plutôt dire qu'il existe des jeux, Minecraft, on aurait pu le prendre pour illustrer absolument tous les aspects de ce dont j'essaie de parler. C'est que Minecraft, c'est un outil qui fait tout. Il est motivant, il est créatif, il y a un propos, il rassemble les gens, etc., etc. Donc tout ça sont les qualités. Le jeu vidéo, ici vous reconnaissez certainement GTA, hein, le jeu de simulation de girafe de voleuse de voiture. Donc c'est GTA sous son... GTA, il a un défaut, enfin un défaut, c'est pas un défaut, mais une caractéristique sur laquelle les médias se penchent souvent, c'est qu'il bien sûr il est déconseillé au moins de 18 ans, et c'est tout à fait censé, c'est pas un jeu pour les enfants, mais c'est un discours extraordinaire, GTA 4 est un discours extraordinaire sur le rêve américain, par exemple. C'est un discours sur la liberté, c'est un discours sur la violence. GTA est un jeu absolument passionnant à analyser. Le jeu encourage les bons jeux. Hein, on parle de 10 à 15% de la production à tout casser. Le jeu encourage la créativité. Vous devez imaginer, trouver des solutions face à des problèmes. Le jeu, il vous immerge. Ce jeu-là, je vous le conseille vivement. C'est That Dragon Cancer. C'est absolument terrible. Enfin, c'est terrible en termes d'émotion. C'est un jeu où, à travers 12 scènes, le chiffre n'est pas choisi au hasard, vous jouez le rôle d'un père de famille nombreuse. Enfin, nombreuses. 4 enfants, je pense que... Oui. Vous jouez le rôle de 4 enfants, dont un des enfants a un cancer du cerveau, et on dit aux parents, profitez-en bien, dans 6 semaines il est mort, l'enfant va vivre 4 ans. Et en gros, ce jeu est un jeu autobiographique et raconte ça. Mais vous vivez ça de l'intérieur. C'est très limité en termes interactifs, mais vous vivez vraiment les choses. Le jeu a un pouvoir d'immersion. C'est pas pour rien que les joueurs sont souvent... j'allais dire agressif, mais en tout cas parlent avec les tripes quand ils parlent de leur jeu, surtout si on attaque le jeu sans savoir de quoi on parle. C'est parce que c'est un jeu, les émotions et l'implication, vous allez voir dans la salle d'arcade, ceux qui ont connu l'arcade il y a 30 ans et qui vont rejouer à des jeux maintenant, ça va vous toucher très profondément. Le jeu, enfin, en philosophie, c'est crucial, le jeu pousse à la confrontation.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à un moment, je ne sais plus qui a dit, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est pas ça. Ce qu'on a fait, c'était de l'éthique. C'est pas qu'il y a de mauvaise en éthique. C'est qu'on essaye de prendre une décision dans une réalité qui est de toute façon douloureuse. Il n'y a pas de bon choix pour l'euthanasie, je pense qu'on est tous d'accord. Donc voilà, très souvent quand vous faites de la philosophie avec des jeunes, les jeunes réagissent en disant oui, pourquoi pas, etc. Juste, je terminerai parce que je vous invite ensuite à passer à l'excellente table ronde qui va avoir lieu. Il y a bien sûr toute une série de limites et de dangers que le jeu vidéo pourrait soulever dans un cadre pédagogique. Néanmoins, si le cœur de ce qui doit se passer, qui j'espère va se passer ici et se passera dans ceux qui trouveront d'autres pédagogies innovantes, c'est que c'est un extraordinaire, par le faire, par le jeu, par le fait que ça puisse toucher tout le monde, c'est un extraordinaire outil d'éducation à l'émancipation. Pas formater les gens, mais leur donner des outils pour comprendre, déconstruire. Quand vous faites, ça c'est une expérience que je n'oublierai jamais de ma vie, faire de la philosophie avec des jeunes qui sont en décrochage social, donc ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 26 ans, qui viennent d'une pauvreté absolument horrible, qui ont un parcours humain catastrophique, je peux vous raconter des histoires vraiment horribles, parce qu'ils en parlent très très simplement, et que grâce à ceci, le même exercice, et puis on discute, et puis après on voit des textes, et puis après on discute, qu'est-ce que c'est le racisme, etc. Et ces jeunes font de la philo. Et puis vous leur dites, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, je sais pas, on a discuté, etc. Non, non, vous avez fait de la philo. Parce que vous avez argumenté, vous avez construit, etc. Ah, c'est ça la philo. Ah ouais, comme ça, moi j'aime bien. Bien sûr que tu aimes bien. Tout le monde est philosophe, tout le monde est citoyen. On ne peut pas être citoyen si on n'a pas d'outils. Donc voilà, ça c'est ce que j'espère qu'on va faire. Et si vous êtes partant pour le construire avec, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et je vous invite à nous rejoindre pour la table ronde suivante où nous avons 4 initiatives originales qui vous seront présentées sur le même sujet.